Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger, un podcast sur la perte de poids. Moi, c'est TK, l'américain, et j'ai envie d'arriver à 100 kilos d'ici la fin de l'année. Et moi je suis Fanny Cotin, diététicienne nutritionniste, c'est moi qui l'aide. Nous allons parler en toute simplicité de ce sujet parfois complexe. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Allez, bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content d'être là, pas juste face à un seul professionnel de santé aujourd'hui, mais deux. On va démarrer avec Fanny Cotin. Salut Fanny. Salut Thierry, t'es un sacré chanceux, hein. Exactement. Oui, et nous sommes très contents d'être là aussi avec Stéphanie Coton, qui est psychologue, psychothérapeute spécialisée dans la thérapie comportementale cognitive. C'est bien C'est ça? Oui, tout à fait. Bonjour Thierry, Bonjour. bonjour Fanny, bonjour à Salut tous. Stéphanie. Et en plus, c'est ma belle-sœur. Eh ben, Ouais. Et voilà. Donc en fait, c'est marrant parce que je me sentais aujourd'hui un peu de pression en fait, face à deux professionnels, pour parler des sujets assez importants aussi parce que pourquoi on va parler, Fanny, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voulait faire quoi? Pourquoi on voulait parler avec un psychologue aujourd'hui? parce que depuis le début, vous l'avez peut-être compris sûrement, c'est que l'alimentation en fait c'est pas du tout juste une histoire d'aliments, ce serait bien trop simple, mais ça va tellement chercher d'autres thématiques, d'autres problématiques que en fait discuter avec un psychologue c'est juste essentiel quoi pour encore un petit peu plus comprendre comment tout ça fonctionne et puis comment on peut avancer face à son lien, à sa relation avec l'alimentation. Oui, c'est vrai, j'étais très étonné par, on va dire, le niveau d'émotion et de réflexion qu'il y avait dans nos discussions, Fanny, par rapport à la nourriture. En fait, ça va beaucoup plus loin. Donc, Stéphanie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce lien entre ces deux travails, on va dire? Pour moi, je précise quand même que je ne suis pas forcément une spécialiste Oui. des troubles du comportement alimentaire. En revanche, je suis spécialisée en thérapie comportementale et cognitive et les troubles du comportement alimentaire qui sont parfois, mais pas toujours, présents quand on rencontre des difficultés avec son alimentation, quand on a un souhait de perte de poids ou quand on se dit voilà, je me sens pas trop bien dans ma peau. Les thérapies cognitives et comportementales sont vraiment une indication de choix. Donc le lien pour moi, c'est surtout en termes de qu'est-ce que je ressens au départ qui peut m'amener à une altération de mon comportement vis-à-vis de la nourriture. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui se passe dans mon histoire personnelle qui peut m'amener à avoir mis en place, à avoir appris à me comporter d'une certaine manière vis-à-vis de la nourriture. À quoi la nourriture, elle peut venir répondre, qui n'est pas juste quelque chose de l'ordre de la faim ou d'une envie, peut-être d'un goût particulier par rapport à la nourriture. Et c'est intéressant, Fanny, parce que tu m'as parlé plusieurs fois que les gens viennent te voir pour parler de ce qu'il y a dans leur assiette, et à la fin, tu finis en train de parler de ce qu'il y a dans la tête, en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, t'as très très bien résumé ce qui se passe la plupart du temps en consultation, c'est que c'est vrai que quand on pousse la porte du cabinet d'une diététicienne, on a une idée un peu préconçue de ce qui pourrait se passer. Et souvent, effectivement, les personnes que je rencontre viennent avec une idée que on va vraiment, les discussions vont vraiment tourner autour de leur assiette. Oui. Donc, principalement de qu'est-ce qu'ils ont dans leur frigo, quels sont leurs choix alimentaires, quel est l'équilibre alimentaire, enfin vraiment quelque chose de très concret au final. Et très rapidement, je dirais même dès la première consultation, pour la plupart des gens, il y a une prise de conscience que en fait, c'est un autre niveau qu'il faut aller regarder, quoi. L'assiette, c'est un niveau, mais que derrière tout ça, il y a vraiment un côté très mental, en lien avec ces comportements alimentaires. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a un premier niveau que les gens attendent de toi. C'est, OK, qu'est-ce qui se passe dans l'assiette? Et tu es en train de me dire, en fait, il y a un deuxième niveau qui est beaucoup plus profond. Et c'est là où ça commence. En fait, c'est là le lien entre donc, diététicienne, de la façon que tu le fais toi, et peut-être un psychologue. Parce que je pense que la question que chez toi, Stéphanie, on va peut-être chercher le pourquoi aussi. Oui, effectivement, peut-être que quand on a une relation un peu compliquée avec la nourriture, on a tendance à se dire que si on règle le problème avec la nourriture, on va se sentir mieux dans sa peau, on ira mieux moralement. Et quand on démarre un travail avec une diététicienne, et notamment avec Fanny, qui a, je trouve, une approche
très élargie et très intéressante du point de vue émotionnel et du point de vue justement de tout ce qui peut être en lien avec l'alimentation, on réalise souvent qu'un travail aussi sur comment je me sens peut aider le travail de gestion du rapport à la nourriture. C'est-à-dire c'est également dans l'autre sens que ça fonctionne. Oui, et si je peux me permettre juste d'illustrer un petit peu ton propos, Stéphanie, je dirais que ce que tu viens de dire, ça me fait vraiment penser à quand on a une blessure physique, hein, c'est comme si on considérait que, ben voilà, on va mettre un pansement sur quelque chose qui est complètement infecté, en espérant que le fait de mettre le pansement, ça va soigner l'infection qu'il y a dessous. Bon, bah voilà, pour moi, c'est comme aller voir une diététicienne et se dire, je vais juste rééquilibrer mon assiette. Ça, ce serait mettre le pansement sur la blessure qui est potentiellement tout infectée dessous et penser que ça va suffire à aller mieux, quoi. Alors que, en fait, bah, l'idée, c'est de prendre conscience que de mettre juste le pansement sur une blessure pas propre, bah, ça va peut-être cacher pendant un temps la blessure qui est pas très jolie, mais ça va sûrement pas régler le problème dessous, et même potentiellement, ça va continuer à être encore plus moche dessous si on s'en occupe pas. Et d'aller voir un psy ou d'aller déjà creuser un petit peu avec des diététiciens qui sont un peu plus, avec une approche un peu plus large, ça permet déjà de soulever le pansement, de dire oula oui, ça ressemble à ça là-dessous. Peut-être que Fanny, elle peut s'en occuper, mais peut-être que Fanny, elle va pas suivre. C'est intéressant parce que tu me fais penser à plein de choses là et j'ai plein de questions à poser parce que c'est vrai que au début tu m'as dit bah, quand est-ce que quelqu'un va venir te voir diététicienne, c'est quand il y a un problème en fait où il reconnaît vraiment tiens il y a un cap à passer et je me posais la question est-ce que c'est la même avec un psychologue Stéphanie, est-ce que pour que une personne vienne te voir est-ce qu'il y a un vrai un étape à passer qui sont presque en douleur qu'ils ont un injury, Une une blessure. blessure. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, oui, et clairement, les gens souvent trouvent des stratégies pour gérer leurs difficultés pendant un certain temps. Pour un certain nombre de personnes, ça va suffire. Dans un certain contexte, ça va suffire. Et puis parfois, eh bien, les capacités d'adaptation de la personne, parce qu'elle est particulièrement fatiguée ou parce que, par exemple, le Covid, la situation avec le Covid, le contexte sanitaire va peser un peu plus, va changer leurs conditions de travail, ou il va se passer quelque chose dans leur environnement qui va changer les conditions dans lesquelles ils ont réussi à s'adapter jusque-là, et tout à coup, leurs capacités à s'adapter sont amenuisées. Et là, ils basculent vers un autre état, où ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Tu dis ça gentiment, tu dis un petit coup de pouce, mais moi personnellement, plusieurs fois dans ma vie, je suis allé voir un psychologue et c'était toujours au moment où j'en pouvais plus en fait. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on fait pas ça un peu plus en amont. Je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de dire ah tiens, peut-être je commence à approcher mon limite, ma limite, mais parce que je me connais maintenant, mais j'ai 46 ans, donc donc voilà. Donc c'est dommage qu'on va pas plus en amont. Donc j'ai dit ça pour dire à d'autres personnes si vous avez jamais fait et si vous êtes en difficulté et c'est pas juste par rapport à la nourriture, déjà ça peut être bien d'aller voir un psychologue comme je disais plusieurs fois dans ma vie où il y avait des moments où je pouvais pas gérer parce qu'on peut pas tout gérer, ça m'a beaucoup servi, donc je voulais dire ça. Donc je reviens un peu sur cette idée, Fanny, tu as dit bah tiens tu soulèves, tu regardes, il y a un problème, tu dis ah mais celle-là je peux pas le gérer et j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu plus où est ce limite, on va dire pour toi entre ce que toi tu te sens à l'aise à faire en tant que diététicienne et toi tu dis non là c'est pas pour moi. Oui, alors après, ma réponse là pour le coup va être très personnelle, hein, parce que je pense que chaque diététicien, enfin chaque professionnel de santé, quel qu'il soit, a sa propre limite et sa propre perception de sa propre limite. Voilà, donc c'est une réponse qui est assez personnelle, mais moi c'est vrai que quand j'ai une personne en face de moi, ben, je vais commencer par... en fait, je vais essayer de faire un peu par strate, hein, par couche, on va dire, du plus superficiel au potentiellement plus profond. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, on va dire si on part sur une strate assez superficielle, donc c'est-à-dire bah, ce qu'on a pu un peu évoquer au début, voilà, de manière très générale, les sensations de faim, de satiété, différenciées avec l'envie, etc. Ça, on va dire que c'est vraiment une couche de surface. Et déjà à ce niveau-là, on va sentir si la personne, ben, ça commence à titiller des points qui sont déjà un peu plus profonds. Et ensuite, au fur et à mesure des consultations, bah ça, c'est du ressenti hein, par rapport à la personne qu'on a en face de nous. Hein. Je peux pas, j'ai pas une méthodologie précise, mais c'est du ressenti. Si on sent que les situations se répètent, que la personne
malgré certaines prises de conscience, repart systématiquement dans des fonctionnements toujours un peu les mêmes schémas, etc. Il y a un moment où moi je vais percevoir que la problématique elle est plus profonde. Puis on le voit aussi aux réactions des gens, à l'intensité des réactions, aux réactions émotionnelles des fois incontrôlées, etc. Donc on sent qu'on est en train de toucher des points qui sont extrêmement sensibles. Et alors moi dans ce cas-là, clairement là je suis à ma limite parce que j'ai pas la formation d'aller creuser plus. Et surtout, je ne m'y risquerai pas parce que c'est facile d'ouvrir la boîte de Pandore. Par contre, de savoir comment la gérer derrière, c'est pas la même. Donc voilà, quand je sens que les réactions sont trop vives, trop intenses, qu'on se retrouve toujours face à des problématiques récurrentes et que les choses ont du mal à bouger au bout d'un certain nombre de consultations, alors là, effectivement, je sens que je suis à ma limite et je n'hésite jamais à renvoyer les personnes vers un psychologue pour ceux à qui ça parle, mais ça peut être aussi toute autre sorte de choses, c'est pas joli comme mot, mais plein d'autres approches, hein. Ça peut être de l'hypnose pour ceux à qui ça parle. Enfin, c'est vraiment aussi d'amener les gens à voir ce qui leur parle et puis à aller vers ce qui leur parle pour s'aider eux-mêmes, quoi. Est-ce que ça te parle? Parce que aussi, en tant que psychologue, j'ai l'impression qu'un grand partie de ton travail aussi, c'est savoir tes limites aussi. C'est de dire, ok, tiens, c'est pas moi qui... C'est de démarrer un peu comme ça aussi, c'est-à-dire, ok, je suis pas spécialiste en ça en particulier. Donc, ça fait un partie de ton job aussi? Bien sûr, oui, c'est même inscrit dans le code de déontologie des psychologues que de savoir identifier nos propres limites et de ne pas nous aventurer sur des terrains sur lesquels nous savons que nous allons forcément être en difficulté à un moment ou à un autre, et d'orienter nos patients vers d'autres professionnels ou vers même d'autres psychologues qui ont des spécialités qu'on n'a pas ou des compétences qu'on n'a pas. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Stéphanie, mais moi j'ai tendance à penser qu'on peut difficilement amener les autres sur un chemin qu'on ne connaît pas soi-même. Donc c'est vrai que quand quand on a un peu expérimenté pour soi-même certaines choses, on est plus à même de les amener, mais il y a des sujets sur lesquels on bloque, quoi. Et dans ce cas-là, c'est une limite. Enfin, oui, tout à fait, tout à fait. On n'est pas... c'est pas parce qu'on est profession paramédicale qu'on sait tout et qu'on répond à tout. Exactement. Oui. Ça me reconforte aussi, parce que parfois, surtout moi je viens du monde de business, et au monde de business on dit toujours oui, je sais, en fait fake it till you make it, l'idée que tiens, je dis oui jusqu'à j'apprends à le faire. C'est quoi l'expression? Fake it until you make it. Et en fait, c'est à 73 américain, ça marche en fait. Ouais, ça marche sur pas mal de choses, ça veut dire en gros, tu fais semblant que jusqu'à t'arrives. Et donc ça peut marcher en tant que si tu es entrepreneur et quelqu'un dit est-ce que tu peux prendre ce grand chantier? Oui, je peux. Et après tu dis et tu apprends à faire. Donc c'est un peu le concept. Mais heureusement dans vos métiers, vous avez pas ça. On travaille aussi avec des êtres humains en face de nous, avec le psychisme de la personne aussi, avec son fonctionnement psychologique. Donc c'est important qu'on ait quand même certains garde-fous aussi, qu'on fasse pas non plus n'importe quoi et qu'on ait conscience que faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive avec quelqu'un qui est en difficulté psychologique en face de nous, je sais pas trop d'un point de vue déontologique. C'est limite. Ça pourrait se défendre. Plus que limite. Tout à fait. Donc on a parlé d'une relation avec la nourriture et parfois je me dis mais qu'est-ce qui est normal par rapport à une relation avec la nourriture et qu'est-ce qui est anormal? Bon, alors, question simple, réponse pas très simple. Comme d'habitude, Thierry, je te remercie. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Déjà, la notion de normal ou anormal, c'est difficile à définir. En dehors peut-être de troubles vraiment définis clairement médicalement comme des vrais troubles du comportement alimentaire dans lesquels on pourrait mettre la boulimie, l'anorexie, vraiment les TCA qui sont très déterminés. Ça, on pourrait dire vraiment que c'est des vrais troubles qui sont définis très clairement. Alors, est-ce qu'on peut dire que du coup, c'est un comportement anormal? En tout cas, c'est un vrai trouble qui est clairement identifié et défini. Pour rebondir sur ce que tu disais avant, clairement, moi, ces troubles-là, par exemple, je ne suis pas formée spécifiquement à les prendre en charge parce que pour le coup, on est vraiment, notamment pour l'anorexie, sur des problématiques qui sont psychiatriques, et qui doivent être pris en charge par des psychologues, psychiatres, souvent dans des structures adaptées, voilà. Donc ça pourrait vraiment faire partie des troubles qui sont clairement
identifiés comme des vrais troubles du comportement alimentaire. Maintenant, si on met ça de côté, si on part sur des personnes qui n'ont pas des troubles comme ça définis, mais qui ne sont pas à l'aise avec leur alimentation, dans ce cas-là, j'ai aussi un petit peu de mal à classer entre normal et anormal, puisqu'en fait, c'est plutôt comment la personne, elle vit son rapport à l'alimentation et l'impact que ça va avoir sur son quotidien, sur ses relations sociales, sur son état psychologique, etc. Vous pouvez prendre deux situations exactement identiques. Il y a une personne avec peut-être une forme de contrôle alimentaire, etc. Il y a une personne qui pourra très bien le vivre de manière tout à fait normale et être vraiment hyper, mais sincèrement, profondément à l'aise avec ça, et une autre personne pour qui ça va vraiment provoquer un inconfort, des problématiques sociales, etc. Donc voilà, c'est vraiment à définir en fonction de la personne, je dirais. Alors justement, en fait, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, Fanny, parce que tu mets à jour un des éléments de diagnostic des troubles du comportement alimentaire qui est la détresse significative, en fait, et l'impact sur les activités du quotidien. Donc il y a là, dans les manuels dans le DSM, hein, qui est donc le manuel de diagnostic de psychiatrie, il y a la description du comportement alimentaire, donc ça peut être effectivement boulimie, anorexie, binge eating, etc. Mais un des éléments de diagnostic, c'est la détresse significative et l'impact sur les activités de la personne. Donc c'est ça aussi qui est important à prendre en compte. Comme tu le dis très bien, une personne va le vivre d'une manière à peu près apaisée, en étant consciente de son comportement, mais c'est ok. Et une autre personne va être très impactée, peut-être par un comportement un peu moins grave, mais qui va avoir beaucoup plus d'impact émotionnellement pour elle. Donc j'entends, c'est que si la personne elle-même est dérangée par le problématique, on va dire, c'est là où il faut faire quelque chose. Si la personne n'est pas dérangée, ça va. Avec peut-être quand même en tête l'anorexie qui est un cas de figure particulier, où c'est très difficile d'accompagner la personne anorexique dans une prise de conscience qu'il s'agit d'un trouble du comportement alimentaire. Donc pour quelqu'un qui nous écoute et qui se pose la question, est-ce que moi je devrais voir un diététicien ou est-ce que je devrais voir un psychologue, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? Alors, si on rebondit sur l'aspect anorexie, il faut vraiment, en tout cas dans la profession des diététiciens, il faut vraiment aller voir un diététicien qui est spécifiquement formé à ça. On n'est absolument pas bien formé dans la formation de base à ce genre de troubles, hein. Donc voilà, pour ma part, pour cette pathologie-là, c'est clair qu'il faut vraiment aller... si on va voir un diététicien, c'est un diététicien spécialisé. Sinon, après, ça passe sur un psychiatre, psychologue, etc. Pour les autres troubles, on rebondit sur ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a une pression qui s'exerce sur vous en lien avec votre manière d'être avec votre alimentation, si c'est obsessionnel, si vous passez une partie de votre temps à regarder ce que vous mangez, à vous éventuellement vous peser, là, on peut se dire que ça peut valoir le coup d'aller creuser un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça, quoi. Oui, j'ajouterais que l'accompagnement des personnes qui souffrent d'anorexie, les meilleurs résultats, c'est quand même dans une prise en charge pluridisciplinaire. Donc ça va être vraiment de consulter quelqu'un qui va renvoyer vers une équipe qui va prendre en charge, donc où il y aura un psychiatre, où il y aura des psychologues, où il y aura des éducateurs, des infirmiers, des diététiciens, des psychomotriciens, des kinés, qui vont vraiment mettre en place une prise en charge sur différents volets, différents aspects de cette souffrance qui est vraiment très spécifique. Encore une idée qui me fait, qui me sécurise dans un sens que, tiens, l'idée de pluridisciplinaire, ça veut dire que il y a plein de spécialistes des types différents qui vont attaquer des problèmes différents. Et là, on peut dire que un psychologue va attaquer un problème d'une certaine façon, sur le fond d'un problème, et quelqu'un d'autre va le faire, mais d'une façon différente aussi. Donc ça m'a rassure quelque part aussi, cette idée de voir un cabinet où il y a plusieurs options, où des gens savent un peu leurs limites, ils ont un peu plus l'habitude de dire, tiens, ça c'est pas pour moi, c'est pour un tel. Peut-être que je me trompe, mais si j'entends bien, en fait, ça te rassure de savoir que on a chacun nos limites. Quelque part, C'est oui. ça, ouais. Ouais, non, mais c'est intéressant.
C'est intéressant, je trouve. Pour moi, c'est un signe de professionnel aussi. Ouais, C'est ici. ouais. Mais alors, oui, tu peux complètement te rassurer. Je veux dire, je pense que ce soit Stéphanie ou moi, en ayant travaillé dans des équipes paramédicales, etc., on a tous conscience que on peut sauver personne tout seul. Enfin, déjà, le premier qui peut se sauver, c'est la personne elle-même. Mais ensuite, même au-delà de ça, plus on va être nombreux autour à amener une approche avec nos propres personnalités, notre propre vision et tout ça, plus la personne en face, elle va pouvoir avancer. Mais tout seul, on fait pas grand-chose. Tu utilises un mot, c'est marrant, sauver. Et je trouve que c'est dangereux aussi pour les personnes, j'imagine, hein, j'imagine pour vous, dans votre métier, peut-être vous avez des personnes qui arrivent, qui disent « sauvez-moi ». Et ça, en tant que diététicienne ou psychologue, ça devrait être horriblement difficile. Comment tu gères, Stéphanie, ce genre de choses? Alors, quand la demande de la personne, alors je vais sortir du contexte des troubles du comportement alimentaire, mais plus généralement, quand la personne arrive avec une demande qui est de l'ordre du aidez-moi, ma réponse c'est plutôt je vais vous aider à vous aider vous-même. C'est un peu comme si vous étiez enfermé dans le noir. Il y a bien vos ressources, elles sont présentes. Et peut-être que moi j'ai une lampe de poche. Et je peux peut-être vous aider avec cette lampe de poche à chercher vos ressources, à vous les réapproprier, à reprendre l'habitude d'utiliser ces capacités d'adaptation qui sont présentes en vous. Ces compétences, elles sont là, mais vous avez perdu l'habitude de les utiliser parce qu'à un moment de votre vie, dans un contexte donné, vous avez appris, votre cerveau a appris à mettre en place un certain type de comportement qu'il a ensuite reproduit dans d'autres contextes, et ce qui a amené à un inconfort, à quelque chose qui est dysfonctionnel, qui est désagréable pour vous. Et vous allez vous réapproprier vos compétences, à vous adapter. Vous allez retrouver quelque chose qu'on évoque souvent avec Fanny, qui est de l'ordre de la flexibilité, de la souplesse mentale. Et c'est ça qui va aider la personne à retrouver, je vais dire, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Fanny, un critère pour moi où peut-être un psychologue peut intervenir pour un problème de lien avec l'alimentation, c'est quand le comportement est vraiment figé et que le diététicien ou la diététicienne peine à aider la personne à retrouver cette souplesse, justement. Parce que parfois, il y a des enjeux émotionnels qui contribuent à cette fixité du comportement. Et c'est là peut-être qu'un psychologue peut avoir un rôle important pour aider la personne à retrouver cette souplesse. J'ai l'impression que ça fait écho chez toi. Oui, complètement. S'il y avait une caméra, vous me verriez faire oui de la tête. Oui, c'est exactement ça, la flexibilité mentale, quoi, hein, d'arriver à être souple dans ses fonctionnements, adapter les réactions aux situations, au contexte, etc. Et c'est vrai que chez certaines personnes, les problématiques restent un peu de surface, donc on arrive à retrouver cette flexibilité relativement facilement, on dirait. Mais pour d'autres personnes, quand c'est tenu par des problématiques beaucoup plus profondes, alors là, voilà, c'est ce que Stéphanie vient d'évoquer. L'intervention d'un psychologue, effectivement, peut être vraiment top. Si je peux juste rebondir en décalé sur juste ce que vient de dire Stéphanie avant. Dans le fait quand tu as posé la question de les gens qui arrivent avec une demande de « aidez-moi ». Donc, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, Stéphanie. Je rajouterais juste que c'est important, je pense, pour certaines personnes, malgré tout dans un premier temps, de sentir que oui, qu'on est vraiment là pour eux. Donc, on les aide à se retrouver eux-mêmes, à sortir, à trouver dans la pièce noire les ressources, en restant quelqu'un qui est là pour, tant qu'ils ont besoin, être là comme un support. Que ce soit, on les aide à se retrouver eux-mêmes, mais en étant vraiment très présents. Enfin, je sais pas si tu comprends, Thierry, ce que je veux dire, mais Tout c'est à fait. vraiment pas dire non, bah c'est bon, vous allez vous débrouiller tout seul. En gros, on sait que vous pouvez vous en sortir. Et puis, non, il y a vraiment quand même de la douceur et de l'enveloppement, en tout cas dans la démarche, quoi. Et ça mène quelque part qui est un des raisons que je voulais faire ce podcast, c'est de parler de mon propre chemin, on va dire, de dire, bah, en fait, comme j'ai dit, je pense plusieurs fois, d'aller te voir toi, bah, ça m'a fait peur au début, et finalement, je me suis rendu compte, bah, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'avais dit au début d'émission d'aller voir un psychologue, bah, c'est une bonne chose.
Et aussi, pour moi, de faire ce podcast, c'est aussi pour que des mecs, ils entendent que ça va, en fait. On a le droit d'être fragile parfois. Et on a le droit d'être sensible. On a le droit de ne pas avoir toujours tous les réponses. Et moi, je suis un mec costaud, j'ai 1m87, maintenant 115 kilos, hein, donc ça c'est bien. Et j'ai fait du foot américain et du rugby, mais j'ai le droit de pas toujours avoir raison, de pas toujours savoir qu'est-ce qu'il faut faire, et j'ai le droit d'aller chercher du renforcement. Et ce que tu viens de dire pour moi, c'est de tiens, tu me renforces. Et il y a un petit Jerry Maguire, le film avec Tom Cruise, qui est Help me help you, aide-moi à t'aider. Je sais pas comment ça s'est dit dans le film en français, mais on a le droit d'aller chercher ça. Et je pense que, bon, dans nos écouteurs, donc on a 20 ou auditeurs, si vous préférez, on a environ 20% d'hommes. Et j'aimerais bien qu'il y en soit un peu plus, en fait, pour que des hommes, ils entendent ce message que oui, être vulnérable, en fait, c'est un atout. Et c'est une bonne chose parce que ça veut dire que, en fait, ça montre une certaine flexibilité. Si on est vulnérable, on est donc flexible et on peut s'adapter, on peut grandir. Et je pense que peut-être grandir, c'est pas le bon mot, mais on va dire élargir et faire face à des choses en face de nous, plutôt qu'être un mur en béton qui va forcément casser à un moment ou à un autre. C'est tout à fait juste hein, ce que tu dis, Thierry. Et en même temps, ça se confronte à un peu l'ambiance générale hein, qui reflète ce que tu as dit tout à l'heure là, avec ton fake it. Until you make it. Yeah, until yeah. you make it. C'est qu'en gros, quand même, l'ambiance générale, c'est de faire style que Ouais. c'est bon, quoi. On a besoin de personne, tout va bien, on gère, on est au top. Et parfois, les personnes se mettent vraiment une pression de dingue pour être à la hauteur de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, quelque part, et des attentes qu'ils pensent qui pèsent sur eux de par je sais pas, leur réseau, les collègues, la famille, etc. Et donc, en fait, on n'a pas le droit d'être vulnérable. Enfin, c'est pas facile dans la société actuelle d'observer sa propre vulnérabilité, qu'on a tous. Mais rien que déjà ça, c'est un sacré pas en avant. Toi, ça te semble presque un peu évident, mais rien que ça, en fait, c'est déjà une sacrée avancée pour beaucoup de personnes. Je pense qu'on peut faire tout un autre podcast dessus. Qu'est-ce que tu penses, Stéphanie ? Tout à fait, oui. On a parlé beaucoup aujourd'hui de, on va dire, le côté mental health. Parce qu'au début, vraiment, quand on parle de diététicienne ou on a parlé avec un coach sportif, et c'est vraiment ce côté physical health, ok, est-ce que mon corps il est en bonne santé? Et je pense qu'aujourd'hui, un peu l'idée, c'était de dire, ok, mais on a deux côtés quand même. On a le corps, trois, si on a un côté spirituel aussi, mais on va pas là aujourd'hui. Mais donc aujourd'hui, on a parlé de mental health aussi, et c'est important, pour moi, c'était important de mettre un peu la lumière là-dessus, de dire, ok, c'est ok d'aller voir un psychologue, que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait accepté, et c'est une bonne chose, et de pas attendre la dernière minute non plus, surtout pour vous les hommes aussi. Je vous encourage de le faire. Donc je voulais, si je peux prendre le petit grain aujourd'hui, Fanny, si ça te gêne pas. Je t'en prie. Aux États-Unis, on a une expression qui est look good, feel good. Et j'aime bien cette expression. Ça veut dire qu'avant de partir de la maison, je m'habille bien. Avant d'aller dans un entretien, je mets mon costume, un meilleur costume. Et qu'en fait, quand je suis bien habillé, je me sens bien parce que I look good, so I feel good. Et je pense que ce que je suis en train de découvrir maintenant, c'est que when I feel good, I look good. En fait, et que je me sens bien physiquement et je me sens bien mentalement, en fait, c'est là où les gens rayonnent vraiment. C'est une belle petite graine. Donc Stéphanie, on va te laisser faire la partie musique, hein, c'est chaise musicale aujourd'hui. Et en plus, parce que tu étais sur la radio avant. Oui, dans une vie antérieure, ouais, j'ai travaillé à la radio sur un certain nombre de stations dont... on les cite? Non, on les cite pas. Si, on les cite? Non, on les cite pas. Peu importe. En tout cas, des radios très connues à l'heure actuelle, mais il y a très, 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 très longtemps. Mon coup de cœur du moment, c'est le tout dernier Mick Jagger, parce que vraiment, voilà, 77 ans, est encore capable de nous sortir quelque chose de rock, à la limite du punk, et très, très péchu. Et voilà, j'ai trouvé ce morceau vraiment extraordinaire. Easy Sleazy. Voilà, Mick donc Jagger. c'est Mick Jagger et Dave Grohl de Foo Fighters. Le titre, c'est Easy Sleazy. Je vais rebondir sur ça pour dire aussi que Paul McCartney a sorti un nouvel album, 3, ça s'appelle. Et franchement, c'est superbe. Et en fait, c'est intéressant, comme tu dis, à cet âge-là, à plus de 75 ans, ils se réinventent, ils se cherchent, ils explorent, ils sont en train d'innover. Et donc, ça veut dire si eux, ils sont capables de faire à plus de 75 ans, nous aussi. Et probablement avec quelque chose de la dimension du plaisir, justement, qui se sent dans leur travail et qui est un moteur.
Super, merci pour les conseils musicaux. On va aller écouter ça. C'était encore un épisode assez dense qui ouvre encore plein de portes. Effectivement, comme tu l'as dit, Thierry, je pense qu'on pourrait encore faire des épisodes sur plusieurs sujets qu'on a évoqués. C'est sans fin, en fait. Voilà, c'est chouette. Allez, à bientôt, les gars. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a bien plu. Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod, et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcast. Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook Nozero. On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Allez, à la prochaine.